Quand on parle de shonen d'action Neketsu, il y a pas mal de codes qui nous viennent en tête. La quête du héros, la présence d'amis, de maîtres, de rivaux, les pouvoirs et les combats qui prennent en ampleur au fur et à mesure que l'histoire avance, des arcs bien définis, et souvent parmi ces arcs, des tournois. Pourtant, alors qu'ils sont souvent connus pour être ponctuels dans une intrigue, il existe des mangas qui ont fait d'un tournoi le centre de leurs histoires. Des mangas qui avaient de quoi nous parler, étant donné qu'ils sont plusieurs à être arrivés chez nous dans le courant des années 2000, et à obtenir pour certains une petite popularité. Bien sûr, quand on parle de shonen ayant comme cœur de leurs histoires un tournoi, on pense très souvent à Shaman King, mais il est loin d'être le seul du genre. On peut par exemple citer des mangas comme Merken Awaken Romance, La Loi de Weki, ou encore Bakegiamon. Katsuhiro Fujita a bossé dessus. Et autant être sincère, ces mangas ne sont pas toujours des réussites. Comme pour tout, il y en a qui s'en sortent plutôt bien, et d'autres moins. Mais là tout de suite, j'aimerais justement vous parler d'un manga ayant comme cœur de son histoire un tournoi, que je trouve assez cool. Ce manga s'appelle Zatch Bell. Zatch Bell est donc un manga de Makoto Raikou qui a été publié de 2001 à 2007 dans le Weekly Shonen Sunday pour un total de 33 tomes. Il a eu le droit à une série d'animation de 150 épisodes diffusée entre 2003 et 2006, produite par la Toei Animation, ainsi qu'à 2 longs métrages animés. En France, le manga a été publié de 2005 à 2011 par les éditions Kana, alors que les 52 premiers épisodes de l'animé ont été diffusés sur MCM dès 2006. L'histoire est celle de Kiyomaru Takamine, un collégien extrêmement intelligent, si bien qu'il refuse d'aller à l'école. En effet, il ne s'entend pas avec son entourage et s'isole seul chez lui, ce qui inquiète ses parents. Cependant, un jour, son père va tomber sur un jeune garçon amnésique portant sur lui un livre étrange qu'il va sauver. Cet enfant, Zatch Bell, va pour le remercier rejoindre Kiyomaru et faire en sorte que celui-ci s'ouvre au monde et se fasse des amis. Suite à une rencontre agitée, Kiyomaru va se rendre compte qu'il est capable de lire une partie du livre de Zatch, et que celui-ci contient une formule qui lui permet de cracher des éclairs. Peu de temps après ça, ils vont tous les deux apprendre que Zatch Bell est en réalité un démon, envoyé sur Terre pour participer à un tournoi dont le gagnant deviendra le nouveau roi du monde des démons. En effet, 100 démons ont été envoyés dans le monde des hommes avec chacun un livre qui permet à un humain auquel ils vont se lier d'utiliser leur sort. L'objectif sera alors de brûler les livres de chacun des démons présents, ce qui aura pour conséquence de les renvoyer dans leur monde. Cependant, Zatch se rendra compte que nombre d'entre eux sont mal intentionnés, et décidera de tout faire pour devenir un roi gentil qui protégera tous ceux qui ne veulent pas se battre. Zatch Bell est donc un manga à tout ce qu'il y a de plus shonen Neketsu dans l'âme, qui va utiliser pas mal de codes assez connus. Les héros qui prennent petit à petit en puissance, les ennemis d'hier qui deviennent les alliés d'aujourd'hui, la petite clique de personnages que nous allons suivre lors de la majorité des arcs, les victoires et les défaites qui feront grandir les héros, les rivaux, on a même des équivalents de maîtres, ce qui peut paraître un peu étonnant en vue du pitch de base du manga. Pourtant, malgré tous ces codes connus, il va arriver à se distinguer et se trouver des qualités qui le rendent assez unique. La première va être selon moi, l'esthétique et l'ambiance générale du manga. Zatch Bell est très clairement un manga destiné à un public enfant. Par conséquent, les designs de la plupart des personnages sont à la fois assez simples en termes de forme, et en même temps assez grotesques et délirants. Cette esthétique va se joindre au ton général de l'œuvre, assez léger et en même temps un peu auto-caricatural, où il ne sera pas étonnant de voir des personnages avaler des poissons entiers en une bouchée, d'autres ne pas remarquer qu'un de leurs amis a un nez énorme qui lui a poussé sur le visage sans raison, ou encore des personnages absurdes n'ayant quasiment aucun dialogue et une seule expression de visage. Il va nous présenter une galerie de personnages ayant des tics qui les caractérisent bien, que nous allons pouvoir suivre dans une ambiance drôle et guillerette. Zatch Bell est un manga qui assume pleinement son côté délirant, fun et un peu enfantin. Enfin ça, c'est au premier abord, quand le manga essaye de nous faire passer de bons moments. Cependant, son côté délirant sans faille va s'élargir au point de lui faire côtoyer une face plus sombre et plus grave, cela grâce au fond malgré tout sérieux du manga. Cette face qui aura tendance à écraser les côtés les plus légers pour rappeler aux personnages les menaces qui planent sur eux, sans pour autant jamais renoncer à ceux-ci. Cela va se marquer, avant tout, grâce au design de certains personnages plus sérieux, qu'on croirait presque sortir d'un autre manga vu à quel point ils sont graves et sombres par rapport à nos héros, que dans ses combats et le scénario qu'il va développer. Car Zatch Bell, derrière son côté délirant, est un manga qui va traiter tout à fait sérieusement son histoire de tournoi pour devenir roi des démons. Ce traitement va avant tout se faire par un développement de ses personnages et de leur rapport à ce tournoi. Déjà, dans la première chose qui va le caractériser, le fait que chacun des démons va devoir faire équipe avec un humain. C'est bien simple, sans leurs humains, ils n'ont aucune chance de gagner, quelle que soit leur force d'origine. Par conséquent, leurs relations seront l'un des principaux enjeux de leur victoire. Mais c'est quelque chose qui ira dans les deux sens, étant donné que, comme les démons, plusieurs humains trouveront leur compte dans ces combats, et auront, eux aussi, des raisons logiques de vouloir les remporter, et donc, besoin de s'entendre avec leurs partenaires. Les premiers étant bien sûr Kiyomaru et Zatch. Si Zatch va vouloir devenir roi, ce n'est pas tant pour l'objectif en tant que tel, que parce qu'il pourra voir directement l'horreur que peut représenter le tournoi, aussi bien pour des démons que pour des humains, et qu'il voudra éviter que cela arrive à d'autres personnes. Quelque chose que Kiyomaru comprendra lui aussi, en étant témoin des mêmes malheurs, et en voulant tout faire pour aider Zatch qui va, sans qu'il ne s'en rende compte, lui redonner goût à la vie et lui faire découvrir ce qu'est la véritable amitié. Il y a un petit paradoxe là. T'inquiète.
Leur relation est d'ailleurs très bien fichue, avec d'un côté Kiyomaru qui est pragmatique et intelligent, qui aidera par conséquent Zatch à avancer tout en le forçant à accepter quelques fatalités, et de l'autre Zatch qui est naïf mais d'une bonté sans faille, qui prouvera à plusieurs reprises à Kiyomaru que par leur volonté, ils peuvent réaliser des choses pourtant impossibles. Et là je parle du duo principal, mais chacun de ceux qui vont nous être présentés vont eux aussi se compléter pour rendre leur relation aussi forte que crédible. Que ce soit Tio et Megumi, où Megumi permettra à Tio de recroire en l'amitié après s'être fait trahir, et où Tio deviendra la plus proche confidente de Megumi qui ne pouvait pas en avoir avant ça du fait qu'elle est une idole, Kanchome et Folgore, où Kanchome deviendra courageux malgré son manque de puissance grâce au modèle que représente Folgore, et où Folgore transmettra tout ce en quoi il croit et ce qu'il a appris dans la vie à Kanchome, qui va devenir son plus proche compagnon, ou encore Shiri et Brago, qui font clairement partie des meilleures réussites du manga sur ce point, tout en marquant très bien les côtés sombres de celui-ci. Ils vont véritablement avoir besoin l'un de l'autre. Brago pour devenir roi, ce qui fait qu'il va devoir faire preuve de compréhension et calmer son égocentrisme, lui qui n'agissait que pour lui-même avant le tournoi, et Shiri pour sauver une amie qui a été entraînée dans cette bataille, qui va donc devoir devenir forte pour pouvoir combattre aux côtés de Brago et la sauver. Certaines relations ont même un début qui s'annonce assez tragique, comme celle entre Lien et Wanley, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre tout en sachant qu'un jour ils seront séparés. Et je pourrais vous en citer d'autres qui marchent, celles entre Leila et Albert, Art et Ellie, Gustave et Barry, Mille et Gomme, mais j'en garde un petit peu pour quand on va parler de pourquoi ça marche. Mais avant ça, parlons des combats, parce que Zatch Bell reste un manga d'action. Bon, comment résumer l'ensemble des combats de manière précise et pertinente malgré leur variété, d'une manière qui vous permettra de comprendre leur réussite en termes de déroulement peu importe les personnages qu'ils opposent, en insistant suffisamment sur leurs intensités qui ne vont avoir de cesse de s'intensifier. T'as qu'à dire que les combats sont trop cool. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus sérieusement, dans Zatch Bell, on a une belle brochette de combats variés. Déjà, grâce aux pouvoirs qui d'une même base peuvent s'élargir à plein de possibilités. Sur ce principe, on a aussi bien des affrontements qui vont de la démesure de coups à de la stratégie pure et simple, où il faudra trouver comment utiliser ses pouvoirs et ceux de ses alliés pour s'en sortir face à des adversaires qui roulent dessus. Si on ajoute à cela que grâce au dessin, ils sont parfaitement fluides, alternant aussi bien des suites de cases qui enchaînent les techniques envoyées, des grandes planches qui illustrent parfaitement les attaques les plus puissantes et démentes, et même quelques originalités de ci de là qui nous surprennent toujours, Zatch Bell s'en sort très bien sur ses combats et sa façon de les représenter. En fait, en termes de forme plus généralement, le manga est très réussi. Il arrive à alterner les moments joyeux du quotidien à des passages plus absurdes de dessins délirants, pour montrer plus tard des planches plus graves, plus dures, plus violentes, pour finir quelquefois sur des scènes où les émotions s'expriment tout aussi bien par le découpage que par les techniques de dessin plus généralement. Mais s'il y a bien une chose à retenir sur la forme, c'est bien cette façon qu'elle va avoir de jouer sur les échelles, aussi bien vis-à-vis des personnages que des décors. Car Zatch Bell est un manga qui va aller dans de la démesure, voire toujours plus grand. Grâce à son dessin, il va perturber notre équilibre comme il le fait à ses personnages, en nous illustrant au mieux la grandeur de ceux qu'ils vont devoir affronter, ou la puissance qu'ils vont gagner. Tout ça mis en parallèle à la petitesse de ceux-ci, ce qui nous prouvera alors chaque fois qu'on voit toujours plus grand. Zatch Bell a donc pas mal de qualités si on s'arrête sur sa forme, et pourtant, à mon sens, là où il va le plus réussir, ça va être sur son fond, à savoir le traitement de ses personnages et son propos. Car oui, je vous ai parlé des relations entre les personnages et de leur développement, mais je ne me suis pas attardé sur comment il va les traiter. Parce qu'autant le dire, Zatch Bell a cette qualité de savoir extrêmement bien crédibiliser ses personnages, et surtout, ses personnages les moins présents. Déjà, pour les personnages principaux, le fait d'insister sur des passages assez légers de leur quotidien, où ils expriment leurs facettes les plus naturelles et leur côté absurde, permettra au manga de nous investir pleinement dans ces scènes les plus sérieuses. Car la plupart des personnages profiteront de leurs moments de bonheur du fait qu'ils aient à leur côté des personnes qui les comprennent et qui les font grandir, ou qui les ont guéris de traumatismes. Des personnes qu'ils veulent protéger, des personnes qui peuvent disparaître de leur vie à chaque instant. Grâce à ces moments de bonheur insouciant, ils comprendront à quel point leurs partenaires, comme toutes les personnes qu'ils ont connues au cours de ce tournoi, ont eu un impact dans leur vie. Un impact dont ils ne se rendront compte qu'au moment où ce statu quo pourra être perturbé pour ne jamais revenir à ce qu'il était. Quand la plupart des personnages prendront conscience de ce qu'ils peuvent perdre et d'à quel point leur quotidien aux côtés de leurs amis a pu les changer ou les sauver, leur détermination deviendra parfaitement palpable. On croira complètement en eux, peu importe à quel point on pouvait douter avant. Et alors que comme ça, on a l'impression que grâce à ces techniques, ce sont surtout les personnages principaux que le manga va crédibiliser, il va réussir à le faire aussi bien pour ses personnages secondaires, voire même tertiaires, grâce à d'autres techniques. Cela va se jouer aussi bien dans leur écriture que ce qu'il nous montrera pour les illustrer. Je vais vous prendre quelques exemples, ça ne sera absolument pas exhaustif, mais ils vont regrouper pas mal des techniques qu'on retrouvera pour la plupart des personnages, sans qu'on ait d'impression de redite. Déjà, prenons le cas de Gustave et Barry, qui vont être parmi les premiers adversaires véritablement puissants de Kiyomaru et Zatch. Barry est un démon bagarreur, qui veut continuellement prouver sa force, mais qui garde une certaine frustration après chacune de ses victoires, sans savoir pourquoi. À côté, Gustave est un homme qu'on devine assez sage au vu de son âge, de son design et de son caractère, qui comprend très bien que Barry est dans une quête personnelle et qui veut l'aider à l'accomplir.
Par conséquent, il est prêt à le suivre dans tous les choix qu'il prend sans intervenir directement, car il souhaite que Barry trouve ses réponses seul. Arrive leur combat contre Zatch et Kyomaru, où malgré la force évidente de Barry, il sera perturbé par ses adversaires plus faibles que lui, qui contrairement à tous ceux qu'ils ont affrontés avant, refusent d'accepter leur défaite face à un ennemi aussi méprisable. Gustav voit que Zatch a des ambitions qui dépassent de loin celles de Barry, et se permet d'intervenir pour la première fois de lui-même, pour arrêter leur combat, sachant très bien que Barry n'est pas assez accompli pour gagner, et qu'il est face à la première étape qui lui permettra de grandir, sans pour autant céder la victoire à ses adversaires. Sans parler de l'impact qu'il va avoir sur Zatch et Kyomaru, ce combat qu'il n'a pas pu gagner sera un déclencheur pour Barry. Une première étape pour se rendre compte de ce qui lui manque. Et c'est bien plus tard que Barry reviendra changer. On se rendra compte de son évolution de caractère et de mentalité, aussi bien de par son design qui laisse comprendre qu'il a affronté pour la première fois des choses qui le dépassent, que par l'attitude de Gustav qui n'a plus besoin d'intervenir dans les choix de Barry, mais qui le soutient seulement car il sait qu'il accompagne maintenant un vrai guerrier. Un guerrier qui a renoncé à son immaturité, qui est prêt à faire face à son ancien lui, qui comprend enfin où se trouve sa véritable victoire dans ce tournoi, le tout en se retrouvant une nouvelle fois face à celui qui a été le déclencheur de ce changement. Et cette victoire sera tellement noble qu'elle surprendra même Gustav, qui ne pourra pas rester insensible à l'accomplissement de celui qui était presque devenu comme un fils pour lui. Prenons maintenant le cas d'Ellie et de Hart. Hart est un guerrier puissant qui a un but au-delà de gagner le tournoi, un but pour lequel Ellie est prête à le suivre, quitte à mettre sa vie en danger. Cependant, derrière son côté noble, Hart est quelqu'un de profondément empathique, qui souhaite aider un maximum de gens pour qu'il puisse échapper à sa plus grande peur. C'est pour ça que quand Kyomaru va lui demander d'affronter une fatalité qu'il a acceptée et qui va coûter sa vie à sa partenaire déjà pourtant condamnée avant ça, il va montrer ses vrais sentiments. Il va assumer ses craintes et assumer que ce qu'il fait n'est pas ce qu'il veut. Il veut croire en celui qu'il pensait être son adversaire, parce qu'il est la première personne à lui avoir donné quelque chose dont il avait besoin et qu'il voulait donner depuis toujours à Ellie, de l'espoir. Hart, malgré tout ce qu'il est et tout le pragmatisme dont il doit faire preuve, veut croire en la vie, veut croire en le bonheur, et c'est justement en luttant pour cela qu'il arrivera à sauver sa partenaire qui se pensait condamnée, et ainsi lui redonner le goût à la vie. Mais la raison pour laquelle il voulait croire est parce qu'il avait lui-même peur de cette fatalité. Alors quand elle le menacera à son tour, il arrivera à faire face malgré toutes ses craintes, grâce à celle à qui il a rappelé l'importance de croire. Allez, maintenant parlons de Mille et Gomme. Ils seront parmi les derniers adversaires du manga, et autant dire, au premier abord, je n'étais absolument pas convaincu par le personnage de Mille. Une humaine avec un design assez absurde, extrêmement méchante, au point d'en être caricatural. Jusqu'à ce que je vois la page introductive du tome 31. Car oui, d'une simple page qui sous-entend la rencontre entre les humains et leurs démons, pages qui seront souvent les pages introductives des tomes au passage, sans dialogue ni plus de contexte que ce qui nous est montré, on peut comprendre pourquoi les personnages sont ce qu'ils sont. Dans ce cas-là, on nous expose très clairement le milieu d'où vient Mille, un milieu qui lui a vraisemblablement appris la dureté du monde, et que le seul moyen pour ne pas être écrasé par autrui est d'écraser soi-même. Un milieu duquel Gomme l'a sorti, raison pour laquelle elle lui est extrêmement reconnaissante et qu'elle souhaite à son tour le protéger, peu importe ce qu'elle doit faire, ce qu'elle refuse pourtant d'assumer pour ne pas montrer ses faiblesses. Par conséquent, quand Gomme sera prêt à risquer sa situation qui ne tient qu'à un fil, elle lui fera tout un discours qui appuie son point de vue et ses pensées. Elle lui dira que le monde est dur et qu'il ne faut pas lutter contre ceux contre qui on ne peut pas gagner. Rester avec les plus forts, quitte à traîner les autres dans la boue, pour ne pas souffrir soi-même. Même si cela n'aura aucune conséquence pour elle, elle ne veut pas perdre celui qui l'a sauvée. Tout ça résume très bien pourquoi ces personnages fonctionnent. Car après une présentation qui, en apparence, peut sembler assez simple, le manga va nous faire comprendre pourquoi elles sont ce qu'ils sont et à quoi elles aspirent. Comment les tandems qu'ils forment et leurs rencontres dues à ce tournoi vont leur permettre de s'accomplir. D'un simple dessin introductif, d'une émotion sur un visage à un moment opportun, de quelques lignes de dialogue suffisamment claires, le manga fait ressortir une complexité insoupçonnée aux personnages, qui les rend totalement crédibles. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, mais j'aurais pu continuer encore longtemps, en parlant par exemple de la relation entre Leila et Albert, qui, même si on ne sait rien d'Albert, va fonctionner quand Leila manifestera son envie de l'aider et de le protéger, car par sa faute, cette personne innocente se retrouve dans un combat duquel il ne peut pas s'échapper, ce qui va atteindre Albert et lui donner envie de combattre à ses côtés. Ou encore de parler des personnages qui, sans pour autant nous investir émotionnellement, vont nous marquer de par leurs aspects délirants sans faille. Le meilleur exemple étant le personnage assez populaire de Victorine, qui, de par son design, ses techniques absurdes, sa stupidité en combat qui ne veut pas dire pour autant qu'il est faible, et ses délires autour du melon et de son cher Mohican Ace, font de lui un personnage véritablement culte du manga. J'aurais même pu parler des relations pas uniquement entre partenaires, mais aussi entre adversaires, comme celle entre Alichet et Zartim, qui vont bien vite se détacher du tournoi et se confronter pour leurs honneurs bafoués. Et autant dire que même si le manga ne nous montre pas vraiment de mort, étant donné que pour le cas des séparations entre les démons et les humains, ceux-ci retournent juste dans leur monde,
Les complémentarités palpables qu'ils auront développées nous donneront des scènes d'adieu absolument déchirantes quand on se rendra compte que ces personnages qui ont changé et mûri ne reverront plus ceux qui les ont fait grandir. Grosse pensée pour la fin du tome 23 qui est l'une de celles qui m'ont fait le plus de mal. Et justement, tous ces bons personnages vont servir le principal propos de l'œuvre, sur lequel je vais devoir encore un peu m'étendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'arc concernant le manga. Ce qui peut paraître un peu bizarre au vu de son concept assez Battle Royale. Parce que loin de ce qu'il nous vend, Zatch Bell ne sera pas un manga où le plus fort mérite la place de roi. En réalité, chacun des 3 gros arcs du manga, et je veux dire par là ceux qui auront des antagonistes assez définis, opposeront surtout la vision qu'auront les héros sur ce que doit être un roi à celle de leurs ennemis. Les méchants de chacun des arcs montreront lors de chacun d'entre eux leur point de vue sur la question au travers des relations qu'ils partagent avec ceux qui les suivent ou non. Dans le premier cas, le règne par la manipulation, en forçant les autres à combattre. Dans le deuxième, le règne par la domination, en démontrant une force contre laquelle ils ne peuvent pas lutter, tout en leur promettant une partie de celle-ci s'ils se soumettent. Et enfin dans le troisième, le règne pour la pure et simple destruction. Chacun d'entre eux inspiré à chaque fois par le même sentiment, la crainte. Celle-ci, alliée à leur force, leur permet d'envoyer d'autres combattre à leur place, alors que les héros de leur côté incarneront une autre vision, la collaboration. Cette collaboration devra faire face à des menaces toujours plus intenses, aussi bien pour les humains, les démons appliqués, et même pour les deux mondes plus généralement. Ouais, j'avais dit précédemment que le manga gagnait toujours plus en démesure, c'est aussi le cas au niveau du scénario. Mais cette collaboration se manifestera aussi dans une mentalité radicalement différente de celle de leurs adversaires. Car l'objectif des protagonistes sera avant tout de créer un monde des démons qui sera le meilleur pour tous, et par conséquent, ils se fichent de qui deviendra roi tant que cet objectif est rempli. Je disais que Zatch voulait devenir roi pour devenir un roi gentil, mais lui-même sera prêt à renoncer à ce but si c'est pour sauver autrui et permettre à quelqu'un en qui il a confiance d'endosser ce rôle à sa place. Une mentalité qu'ils vont transmettre à nombre de leurs adversaires, qui finiront par changer de point de vue sur leur but au sein de ce tournoi. A partir de là, le véritable objectif de certains personnages sera justement de renoncer à ce titre, et de devenir ces personnes de confiance que le prochain roi devra avoir à ses côtés. C'est pour ça que naturellement, les héros gagneront contre les adversaires qui se croient déjà au sommet, laissant les combats aux autres. Les ennemis seront d'autant plus en tort que cette vision collaborative de ce qu'est la royauté leur sera pourtant démontrée par le principe même de ce qu'est le tournoi. Car le gagnant sera un démon qui saura parfaitement collaborer avec l'humain avec qui il fait équipe. Ceux qui ne le comprendront pas devront renoncer à l'idée qu'ils peuvent être seuls au sommet. Le véritable objectif du tournoi ne sera donc pas de vaincre ses adversaires, mais de leur prouver qu'un véritable roi sera celui qui voudra avant tout le bonheur de chacun d'entre eux. Le futur roi ne gagnera pas en vainquant ses adversaires, mais en les ralliant à sa cause pour leur bien à tous, aussi bien ceux qui ont été ses amis que ses ennemis. Quelque chose qui sera très bien exprimé dans le combat contre le dernier méchant. Ainsi, le message peut très bien se résumer en « Ce n'est pas seul que l'on gagne et que l'on dirige, mais en étant tous unis pour le bien de tous, quel qu'il soit. » J'enregistre. Merci. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant que Zatch Bell est un manga sans défaut? Eh bien non. On peut lui faire quelques reproches ça et là, déjà en termes de forme. Zatch Bell est un manga qui va très bien s'en sortir sur la forme, mais ça ne sera pas réussi immédiatement. Il y a plusieurs moments dans le manga où la composition est assez bizarre et où on a l'impression que le dessin n'est pas bien cadré, ce qui peut se montrer assez gênant. De temps en temps, le manga a également un côté un peu brusque, et ce sur plusieurs points. Par exemple, l'introduction d'Aliché, qui sort de nulle part au moment où il apparaît. Pareil pour Sunbeam, où une petite présentation n'aurait pas été de trop. On peut le ressentir à plusieurs passages dans le manga, le fait qu'il entre trop vite dans l'action sans bien poser son cadre avant ça. On peut également le ressentir dans certaines de ses transitions, comme à la fin de l'arc Faudo, où on oublie presque tout ce qui vient d'arriver pour se concentrer sur la conclusion d'un seul de ses personnages. Et chose qui pourra gêner quelques personnes à la lecture, le côté très explicatif des dialogues, qui, pour faire comprendre une situation au lecteur, va rappeler tout ce qui est déjà arrivé à un personnage qui est déjà au courant de ce qui se passe. Mais tout ça, ça va encore. Par contre, il y a des choses que je trouve clairement plus gênantes. La première étant basée sur le concept même. Car si vous ne connaissez pas le manga, vous devez peut-être vous demander depuis tout à l'heure, ok, il y a des humains qui combattent avec des démons pour qu'ils deviennent rois, mais de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Et la réponse c'est... rien. Sur le papier, les humains ne remportent absolument rien. Du coup, ça paraît assez bizarre de voir qu'ils sont tous prêts à s'investir au maximum dans la compétition. Clairement, une petite promesse de récompense à la clé aurait tout changé. Mais ça, ce n'est pas le pire, car il y a des choses que je trouve plus embêtantes sur le fond. Déjà, certains personnages manquent peut-être trop de développement par rapport à leur présence dans le manga, comme Sunbeam par exemple. Autant le personnage a ses petites mimiques qui le caractérisent bien, et on peut comprendre l'affection qu'a son démon pour lui étant donné qu'avant leur rencontre, il n'avait pas vraiment d'amis, si ce n'est un démon qui lui avait déjà son partenaire, mais du côté de Sunbeam, on ressent clairement moins ce côté complémentaire qui est présent pour tous les autres tandems. Et ce qui selon moi pourra en agacer plus d'un, c'est le côté trop shonen neketsu de Zatch Bell.
par exemple à l'arc Faudo. Je vais être sincère, c'est mon arc préféré. Un arc où il y a beaucoup de très bons combats. Sauf qu'il y en a vraiment beaucoup, et ça ne serait pas étonnant que certains finissent par se lasser avant la fin. Mais le pire est selon moi le dernier arc, où justement, après l'arc Faudo qui avait des enjeux colossaux et qui aurait presque pu être l'arc final, nous sort une dernière intrigue avec un personnage encore plus dangereux, dont on nous avait jamais sous-entendu l'existence. Ça a un côté grossier. L'algorithme du tri du mal c'est sympa, mais là ça devient un peu absurde. Bon, et quitte à continuer, parlons un peu de l'animé qui est... ce qu'on peut attendre avec ce genre d'animé à rallonge. Développons un peu. Il y a des trucs que je trouve assez sympas, déjà niveau sonore. Les seiyuu font un très bon travail pour rendre aussi bien les côtés délirants que sérieux de la série. Mon petit coup de cœur revient à Ikue Otani qui interprète Zatch, dont vous avez tous obligatoirement déjà entendu la voix, soit pour son rôle de Tony Chopper dans l'anime One Piece, ou plus certainement pour être la voix de... Pikachu. Au niveau des soundtracks, c'est plutôt sympa. Faut dire, on les doit à Ko Otani, qui l'année d'avant pondait l'une de mes OST préférées, tout animé confondu, avec Aibaner Anime. Je retiens surtout Destiny, le thème de Sherry, qui dès ses premières notes arrive à nous rappeler le fardeau qu'elle porte, mais aussi ses musiques plus déjantées qui donnent quelquefois à la série un petit côté comédie musicale. Ça se ressent aussi bien avec la musique absurde possible de Folgoré, ou la chanson du melon de Victorim, qui je pense a bien aidé à populariser le personnage. Faut dire qu'elle reste si bien en tête qu'on comprend pourquoi les héros se mettent à la chanter avec lui. D'ailleurs, grâce au son et à l'animation, je trouve que quelques running gags du manga fonctionnent encore mieux en animé, car ils poussent encore plus loin leur côté absurde. Je pense surtout à la chanson de Kenshome pour remettre Folgoré en forme. Le format animé permet aussi de combler ce problème de contexte pas assez posé que je trouvais au manga. Visuellement, on a quelques passages plutôt bien fichus, mais d'autres qui sont juste corrects, voire même passables, quand ce n'est pas juste ridicule. La série a aussi un rythme un peu bâtard en plaçant des fillers de ça de là, qu'on peut pardonner quand ils ne sont pas au milieu d'un arc canon. Je dois même avouer que quelquefois, ils sont plutôt bien pensés, comme le fait d'introduire Zophis au héros une première fois, ce qui va crédibiliser la menace du personnage, mais il arrive aussi que ce qui semble être une bonne idée finisse par s'effondrer à cause du traitement qui va suivre. Par exemple, à un moment, on aura un épisode filler où deux personnages secondaires assez cool s'affronteront, alors que ce n'est pas dans le manga. Soyons honnêtes, c'est un gros fanservice, mais au vu de la nature du combat, il va être assez pertinent dans l'évolution que l'un des deux doit avoir. En plus, l'autre est joué par Junko Takeshi, à savoir la voix de Naruto, donc il y avait tout pour me faire plaisir. Cependant, le traitement à venir qui aurait dû permettre de faire fonctionner ce filler ne va jamais arriver du fait que l'anime réadapte complètement son dernier arc, qui est l'avant-dernier arc du manga au passage. Et franchement, je trouvais ce choix presque pertinent au début, du fait qu'il réduisait le nombre de combats qui, comme je vous l'ai dit, étaient assez nombreux de base. Mais il va aussi changer leur signification et les évolutions des personnages, et ce, pour le pire, ce qui fait que ça finit comme un gros pétard mouillé avec certains d'entre eux qui n'ont pas évolué du tout à la différence du manga, et qui n'ont pas pu montrer leur potentiel. En plus, pour m'achever, la voix de Zatch change 11 épisodes avant la fin. Certes parce que Ikue Otani était enceinte, donc je ne reproche pas sur le principe, mais je n'ai jamais réussi à accrocher à sa nouvelle voix. Donc faut le dire, l'anime n'est pas sans qualité, mais se tient clairement moins que le manga, et quitte à choisir, je vous dirais plutôt de l'éviter, à part si vous voulez prolonger l'expérience du manga et voir le bon qu'il a pu apporter. Conclusion, je trouve que Zatch Bell, c'est un manga plutôt cool. Pas dénué de défauts, évidemment, mais qui se trouve des qualités qui lui permettent de se distinguer des autres mangas du genre, qui de par sa forme originale reste un manga qui pourra en marquer plus d'un. Ce qui se confirme au vu de l'aspect culte qu'il a un peu chez nous, et surtout outre-Atlantique. Alors, est-ce que je vous recommande Zatch Bell ? Comment dire ? Bon, je dois être parfaitement sincère. Zatch Bell est très clairement un manga qu'on peut apprécier si on cherche un shonen d'action un peu à l'ancienne. Mais aussi pour ça, je ne pense pas que ce soit un manga qui peut atteindre tout le monde. Déjà, je me dis que même si personnellement j'apprécie plutôt la forme du manga, certains resteront hermétiques à celle-ci et auront peut-être du mal avec son concept un peu simpliste, quel que soit son développement à suivre. Aussi, soyons honnêtes, Zatch Bell a quand même un peu vieilli, rien qu'en termes de pouvoir. Bien qu'il les utilise assez habilement, c'est quand même des choses qu'on a énormément vues dans les années 2000 et qui font un peu désuètes aujourd'hui. Sûrement encore plus pour les plus jeunes. Aussi, plus factuellement, c'est assez compliqué de commencer le manga de nos jours, vu que Kana qui avait les droits ne le commercialise plus, et que comme je l'ai dit, l'anime n'est pas vraiment une réussite. Du coup, je me retrouve dans une situation un peu particulière, car je trouve que Zatch Bell, c'est un manga qui a de vraies qualités, qui n'est pas sans défaut, mais qui pour celle-ci mériterait le coup d'œil, qui n'est pas totalement accessible, mais que j'aimerais vous inviter à lire. Par conséquent, comment faire pour vous recommander un manga qui réunit un maximum de ses qualités, son propos, ses messages, mais que vous puissiez être un maximum à pouvoir apprécier ? Eh bien, il y a un moyen. Car quelques temps après sa fin, et après avoir changé d'éditeur, Makoto Raikou va se lancer dans une nouvelle série longue.
Cette fois pas en hebdomadaire, mais en mensuel. Série qui est arrivée chez nous elle aussi, mais qui n'a pas su trouver son public à l'époque, ce qui est assez triste, et en même temps assez compréhensible. Mais bien heureusement, toujours disponible. Attends, t'es en train de dire que toute la vidéo jusque-là, c'était juste une introduction pour le véritable sujet du Manga Sky? Bah, oui. J'avais pas dit Yo c'est Haru. Je vais vraiment finir par démissionner. Yo, c'est Haru. Et aujourd'hui, on parle de Animal Kingdom. Animal Kingdom, ou Dobutsu no Kuni en VO, est donc un manga de Makoto Raikou publié entre 2009 et 2013 dans le Busatsu Shonen Magazine au Japon pour un total de 14 volumes. Et comme à chaque fois avant d'aller plus loin, je propose qu'on s'intéresse un peu à l'auteur. Makoto Raikou est un mangaka né en 1974 à Gifu. Passionné par le dessin et la peinture, il décide de devenir mangaka après s'être rendu compte qu'il avait du mal à comprendre les peintures abstraites de Picasso. En effet, il voulait de son côté faire des œuvres accessibles à tous, et surtout aux enfants. Suite à ça, il va envoyer de nombreux manuscrits au magazine Shonen Sunday alors qu'il n'était qu'au lycée. Manuscrits qui ont tous été refusés jusqu'à son premier one-shot publié, Birdman. Après avoir obtenu son diplôme, il va continuer à s'améliorer en tant que mangaka en devenant l'assistant de nul autre que... Attends, quoi? Kazuhiro Fujita? Sérieusement? Haru, tu l'as fait exprès! Je te jure que non! Ah bon? Alors comme par hasard, tu décides de parler d'un manga d'un ancien assistant de ton mangaka préféré? Et tu vas me faire croire que tu ne le savais pas? Alors, c'est quasiment sûr que j'avais déjà lu l'info quelque part, mais j'avais complètement oublié avant que je ne commence à faire des recherches pour préparer cette vidéo. T'admets quand même que c'est un drôle de hasard. Ah bah oui, complètement. Bref, en tant qu'assistant, il va très vite progresser en dessin et en scénario, et faire plusieurs one-shots jusqu'à sa première série Newton Heroes, publiée entre 1999 et 2000. Et vous pardonnerez, mais c'est quasiment impossible de trouver des images de ces mangas d'époque. C'est en 2001 qu'il rencontre le succès avec son manga Zatch Bell qui gagnera le prix Shogakukan en 2003, prix que peuvent gagner des mangas de n'importe quel éditeur. Après sa fin en 2007, et une publication qui s'est faite dans un contexte pas génial pour l'auteur, c'est un doux euphémisme parce qu'on compte dans le lot une blessure à la main qui aurait pu l'empêcher de dessiner, des embrouilles assez dures avec ses éditeurs, et un procès contre Shogakukan sur lequel je n'ai pas trop envie de m'étendre, il va rejoindre Kodansha et sortir plusieurs one-shots ainsi qu'un chapitre introductif à sa prochaine série, Animal Kingdom, qui sera publié dans le Busatsu Shonen Magazine, magazine qui a entre autres accueilli Aku no Hana, l'attaque des titans, le one-shot de Silent Voice, et surtout Flying Witch. Après avoir terminé le manga en 2014, il reviendra avec une nouvelle série, cette fois en hebdomadaire, Vector Ball, qui a commencé en 2016 pour se terminer en 2017. Donc après ce petit tour d'horizon de l'auteur, revenons-en à Animal Kingdom. Le manga a été édité en entier chez nous aux éditions Kiyun dans leur collection Kids. Ah? Entre 2014 et 2016, et comme je vous le disais plus tôt, il est toujours disponible. Attaquons-nous maintenant à l'histoire. Sur Terre, il n'existe plus que des animaux qui n'arrivent à communiquer qu'avec ceux qui partagent leurs cris. Évidemment, la loi du plus fort règne. Les carnivores dévorent les animaux les plus faibles sans se rendre compte de leur détresse. Nous suivons alors Monoko, un raton laveur femelle orpheline depuis que ses parents se sont fait dévorer par des prédateurs. Perdant doucement goût à la vie, elle va tomber sur un bébé d'une espèce inconnue. Elle va alors l'adopter et très vite se rendre compte que cet enfant, auquel elle va redonner l'envie de vivre, a possibilité de parler avec elle. Mais pas seulement. En effet, le jeune Taroza, son prénom, maîtrise le langage, un cri qui lui permet de discuter avec tous les animaux, quelles que soient leurs espèces. Ce don miraculeux va lui permettre de comprendre et de se lier d'amitié avec Croc Noir, un chat sauvage. Cependant, cette capacité sera aussi une malédiction, car étant capable de comprendre toutes les espèces, Taroza écoutera également les pleurs de tous les animaux se faisant dévorer. Dès lors, encouragé par sa mère et Croc Noir qui arrivent à vivre en harmonie grâce à lui, Taroza va se lancer dans la création d'une société où un maximum d'animaux pourra vivre heureux et protégé. Mais en ayant au fond de lui un rêve aussi immense qu'absurde. Permettre à tous les animaux de la planète de vivre heureux en se comprenant et en abolissant la loi du plus fort qui fait souffrir la majorité d'entre eux. Animal Kingdom est donc un manga qui trouve sa source dans l'une des luttes les plus anciennes de la fiction, à savoir celle de l'homme contre la nature, mais qui pousse ce principe à l'extrême, car ce sera là celle d'un homme contre l'ordre naturel des choses. Par cet aspect, le manga peut difficilement paraître crédible au premier abord, mais va parfaitement réussir à nous faire adhérer à son histoire, grâce à son univers. L'univers d'Animal Kingdom est, comme on peut l'attendre de Makoto Raikou, un univers assez absurde, où bien que des animaux pourront avoir de ci de là des représentations réalistes, il va assumer pleinement son côté extravagant. Cela va commencer déjà sur l'un des principes même du manga, le fait que les animaux arrivent à communiquer sans souci avec ceux de leur espèce, mais aussi et surtout par leur design et leur mode de vie. La plupart des designs d'animaux seront complètement délirants, que ce soit dans leur apparence, Monoko et les ratons laveurs le prouveront très vite, leur tenue, car oui, il ne sera pas rare de voir des animaux habillés, leur façon de se tenir, leur taille qui vont dans une des mesures qu'adore Raikou depuis Zatch Bell, leur capacité et même leur société. Les ratons laveurs maîtrisent la pêche. Tout cela nous fait comprendre que l'on est dans un monde délirant, qui ne va pas traiter complètement au premier degré les lois de la nature, sans pour autant lisser leur cruauté.
L'empathie qu'on va développer pour les premiers personnages présentés, à savoir Monoko et Cronoir, sera immédiate, car derrière leur apparence assez loufoque, les peines et la haine qu'ils éprouvent pour ce monde seront parfaitement crédibles au vu de leur passé respectif. Et c'est à ce moment qu'entre en scène le personnage de Tarotza. Au premier abord, Tarotza peut sembler être le héros de shonen standard, celui qui se bat pour un idéal auquel il aspire en convainquant petit à petit toutes les personnes qu'il va rencontrer. Mais c'est bien plus complexe que ça. Car en réalité, Tarotza est une aberration de la nature. Le monde des animaux, tel que décrit dans Animal Kingdom, serait sensiblement le même que le nôtre si les humains n'existaient pas. C'est un monde qui trouve son équilibre de lui-même, où herbivores et carnivores ont chacun leur place dans cet équilibre, et où par conséquent, la mort de certains est logique et inévitable. Par conséquent, la non-compréhension des espèces est un besoin vital à ce qu'elles puissent perdurer, du fait qu'ils ne doivent pas être moralement perturbés sur un principe qui leur permet de survivre. De ce fait, l'existence de Tarotza est une anomalie. Il n'aurait jamais dû exister, et c'est quelque chose qu'il va lui-même comprendre, qu'on va lui dire, qu'on va lui prouver à plusieurs reprises. Pourtant, Tarotza va vouloir croire en son idéal, croire en une harmonie qu'il a déjà réussi à réaliser à sa petite échelle. Mais il va comprendre au fur de ses rencontres que celle-ci ne pourra jamais s'étendre au-delà de ce cadre, quand il se retrouvera confronté à ses propres contradictions. L'objectif de Tarotza est initialement de protéger sa famille, un objectif tout ce qu'il y a de plus noble. Mais quand celui-ci va se retrouver face à des prédateurs qui doivent tuer pour faire de même, que pourra-t-il répondre? Même les solutions les plus ponctuelles qu'il trouvera, comme celle qui permet à Cronoir de vivre aux côtés des ratons laveurs, ne seront pas sans faille, étant donné que sans s'en rendre compte, il déplace juste le problème en fermant les yeux sur les nouveaux qu'il va créer. L'histoire va perturber la vision simpliste que Tarotza a de ce monde, en montrant que ce qu'il voit comme étant horrible ne l'est sûrement pas tant que ça. Lors de ses voyages en quête de réponse, il va rencontrer des animaux qui vont lui partager de nouveaux points de vue sur celui-ci. Ça sera entre autres le cas quand il se retrouvera face aux hyènes, où il découvrira une forme de respect qui se dégage des carnivores pour leur proie, dans ce qui semblait juste n'être qu'une loi du plus fort. D'autant plus qu'il se confrontera à une chose tout simplement inévitable pour de nombreux animaux, notamment chez les carnivores, l'honneur. Un honneur qui pousse certains d'entre eux à tuer pour d'autres raisons que la survie, et d'autres à ne pas vouloir essayer les solutions que Tarotza trouve pour absoudre cette loi du plus fort, et qui par conséquent lui montrera les aspects les plus complexes et les plus difficiles à résoudre des lois de la nature. Pourtant, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas d'autre choix que de lutter pour atteindre son objectif, du fait qu'il ne peut pas échapper à l'horreur du monde, qu'importe ses efforts. Il est le seul à se rendre compte d'à quel point chaque animal souffre, donc quoi qu'il veuille, il devra continuer à poursuivre cet objectif inatteignable. À regarder comme ça, Tarotza, derrière ses bonnes ambitions, est presque égoïste. Le personnage est bien plus tragique qu'héroïque. Pourtant, nous autres lecteurs le comprendrons, car nous saurons les souffrances qu'il subit depuis son enfance. Nous saurons à quel point sa détermination est légitime au vu des horreurs que ce monde affligera à tous ceux qui le peuplent, peu importe à quel point ses idéaux se font briser. Mais derrière les désillusions de Tarotza, sa lutte ne sera pas vaine et il arrivera à insuffler une véritable envie de révolte chez les animaux qui eux aussi ne veulent plus de ce monde. Certes, le chemin sera compliqué, mais ils vont y croire jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils trouveront enfin des solutions. Et je préfère être honnête, mais l'une des solutions qui permettra à Tarotza d'avancer sur la voie de son idéal sera une immense facilité qu'on ne pourra absolument pas calquer à notre monde à nous. À partir de l'instant où elle sera présentée, plusieurs débats sans réponse que pose le manga perdront de leur aspect déchirant et auront des résolutions assez convenues. Donc le manga arrête d'être bien à partir de là? Pas du tout. Parce qu'on est dans un manga de Makoto Raikou. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur Makoto Raikou. Il a eu un procès contre Shogakukan? C'est pas à ça que je pensais. C'est quelqu'un qui va toujours dans la démesure, aussi bien dans son dessin, son univers et son scénario. Car le manga ne va pas aborder uniquement la question de trouver un nouvel équilibre au sein de la nature. Il va traiter de nombreux autres sujets, la plupart au travers de certains de ses personnages. Parce que oui, je vous annonce tout de suite, mini spoiler, mais c'est quelque chose qui va être dit très tôt dans le manga et que vous pouvez comprendre en voyant les couvertures des différents tomes, Tarotza n'est pas le seul humain du royaume des animaux. Et justement, chacun des personnages humains vont lui apporter des contradictions, aussi bien dans les sujets que j'ai abordés, que dans d'autres sur lesquels je vais revenir. Déjà, Capri, qui de son côté a été élevée par des lions et qui a toujours accepté la loi du plus fort. Elle refuse de suivre Tarotza dans un idéal qui va remettre en question sa place légitime à ses yeux dans la nature. Mais elle va se rendre compte que la cruauté du monde qu'elle trouve normale dépasse la seule distinction entre les carnivores et les herbivores, et petit à petit croire en la lutte de Tarotza. Cependant, étant proche d'une espèce où l'honneur est central, elle n'arrivera pas à suivre ses efforts quand ceux-ci seront menacés, et voudra avant toute chose protéger les siens. Ensuite, Riemu, qui comme Tarotza, a pleinement conscience des malheurs qu'entraîne la loi du plus fort, et qui voudra juste fuir pour se protéger. Mais elle va progressivement être inspirée par lui, qui, étant un être contre nature, souhaite tout autant le bien de tous que trouver sa place dans un monde qui ne lui en offre pas, au point qu'elle finira par inspirer une personne qui sera dans une situation similaire, on va en reparler. Mais à mon sens, là où le manga prend toute sa grandeur grâce aux personnages humains, c'est sans conteste grâce aux antagonistes. D'une part, Ju, qui de son côté acceptera pleinement le monde dans lequel il vit. Si les forts doivent survivre, soit, il le deviendra, et s'il ne l'est pas assez, bah qu'à cela ne tienne, il aura juste perdu le grand jeu de la vie. Il voit ce monde comme étant un immense terrain de jeu, et joue pleinement ses règles.
Au premier abord, il représente un anti-Tarotza, là où Tarotza ne veut plus se soumettre à la fatalité du monde et le faire évoluer, soit le faire progresser, Ju veut vivre dans celui-ci avec ses règles les plus primaires. Et alors qu'on pourrait penser que son personnage s'arrête juste à ça, il va montrer à Tarotza les risques du progrès, en lui prouvant qu'il n'a pas seulement le pouvoir de créer, mais aussi de détruire. C'est là que l'évolution de Ju est intéressante, car il ne va s'intéresser au progrès que dans ses objectifs les plus animaux, les plus primaires, le meurtre, et même dans le pire de ce qu'a pu créer l'homme, qui est le pire des animaux, la destruction. Sans pour autant aller jusqu'à l'annihilation, qui sera le motto d'un autre personnage. Parlons enfin de Giller. Giller est sans nul doute le personnage qui va pousser Animal Kingdom dans ses plus grands extrêmes. Contrairement à Ju et sa nature sauvage, Giller est un scientifique qui va pousser les créations humaines plus loin que ce qu'elles n'ont jamais été. À partir de sa première mention dans le manga, l'univers prendra bien plus en intensité, en développant un background jusque-là complètement inconnu, et en étant déclencheur d'un changement de registre du manga, qui va rentrer dans de la science-fiction. De la science-fiction? On n'est pas censé être dans un manga qui parle de la loi du plus fort entre animaux? Je t'avais bien dit que si tu devais retenir une chose de l'auteur, c'était la démesure. Et cette entrée dans le genre SF va se manifester avec l'apparition des chimères, ces créatures artificielles immondes, d'une violence inouïe, mais qui vont avoir un rôle cohérent dans l'histoire. De son côté, Giller représentera lui aussi un drôle de paradoxe au même titre que Ju, mais dans un autre genre. Là où Ju de son côté assumera son côté animal au travers du progrès scientifique, Giller lui poussera jusqu'au bout la science pour appuyer sa réponse à l'une des questions les plus anciennes et les plus abstraites qui soient. Comment atteindre le paradis? Mais derrière la certaine absurdité qu'on peut trouver à cette question et les actions extrêmes qu'il entreprendra pour appuyer sa réponse, le manga nous révélera un passé et une mentalité au personnage qui les justifie totalement. D'ailleurs, cette recherche de paradis s'associe à un aspect très religieux que dégage le manga, les personnages humains étant presque des dieux au milieu des animaux. Avec Capri qui est vue comme une reine parmi les lions, Ju qui inspire des animaux à le suivre dans sa voie, Tarotza qui supporte l'horreur du monde pour ne pas dire ses péchés pour lui apporter la paix, et Riemu qui suit ses pas. Pourtant, c'est quelque chose desquels ces 4 personnages se détacheront en montrant que non, ils ne valent pas mieux que quiconque, et qu'ils sont aussi emplis de failles qui cassent ce côté divin. Un certain dialogue assez capital de Tarotza ira dans ce sens. Le seul qui pensera ainsi sera Giller, que ce soit du fait qu'il dirige la tour de Babel, qu'il crée ce qu'il appelle un ange, ou qu'il pense qu'il va apporter le paradis, ce qui à ses yeux le légitime. Et le manga ne lui donnera pas complètement tort, car Giller atteindra l'exploit ultime des dieux, à savoir concevoir une création qui le dépasse et qui prend son indépendance. Animal Kingdom est un manga qui, par toutes les thématiques qu'il traite, et elles sont nombreuses, a de multiples couches de lecture, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Chacune mériterait qu'on s'arrête dessus et qu'on voit leur développement, même si ça serait spoiler le manga. Pourtant, il y a quelque chose que je pense plus important à mentionner le concernant et que je ne vous ai pas dit depuis le début. Animal Kingdom est un manga d'action, avec des combats. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un manga d'action de Makoto Raikou rempli d'animaux ayant des pouvoirs aussi absurdes que variés? La démesure? Tu vois que tu retiens. Bon, disons-le simplement, ça vole, ça craque, ça pète dans tous les sens. Le manga nous offre, comme on peut s'y attendre, des combats avec pas mal de réflexion, déjà venant de certains animaux individuellement, mais surtout des humains, à commencer par Tarotza. Car même s'il ne sait pas se battre, il communiquera avec des animaux dont il utilisera les capacités au mieux pour vaincre intelligemment ses adversaires. Ça me rappelle un truc. Et quand les adversaires sont des chimères immondes, ça devient tout de suite assez grandiose. Les designs sont absolument géniaux, variés et inventifs. Les créatures n'ayant pas de forme fixe, leur apparence évoluera toujours de manière grotesque à mesure que leur corps tombe en lambeaux, toujours dans une des mesures extrêmes où les jeux sur les échelles nous feront encore avoir des vertiges. Pour le dessin, alors déjà, vous prenez une partie de ce que je vous ai dit pour Zatchbell, bien plus soigné que son prédécesseur, le découpage est efficace aussi bien dans les actions, mouvements et coups des personnages, qui se suivent de manière fluide, les techniques sont variées, est-ce que je dois m'étendre plus dessus? C'est juste une totale réussite. Et pourtant, il ne va qu'en s'améliorant. Dès le début du manga, les coups montrent toute leur violence, les dessins larges expriment les détresses dans lesquelles se retrouvent nos personnages et les successions de souffrances qu'ils vont subir. Pourtant, plus tard, dans des contextes où ils seront bien plus nombreux et où ils rentreront dans une rage folle, les traits serrés qui les uniformisent comme une foule menaçante et unie grâce à Tarotza rendra le tout toujours plus puissant. L'aspect très organique que prend les corps accentuera la démesure qu'il se calmera jamais. On additionne ça aux doubles pages grandioses qui seront toujours plus nombreuses. Oui, le dessin est génial et innovant par rapport à ses anciens travaux. D'ailleurs, pas uniquement dans les combats, les compositions et découpages des scènes où Tarotza écoute les cris des animaux qu'il ne peut pas sauver, mais qu'il ressent parfaitement quand il est enfant, arrivent très bien à nous transmettre ses traumatismes. Les regards des personnages partagent toutes les émotions qui les traversent, notamment ceux des animaux réalistes, dont la représentation est vraiment soignée. Et les designs variés des animaux plus délirants, qui s'ajoutent à ceux déjà géniaux des chimères, sont de belles réussites. On peut même s'arrêter sur ceux des humains qui arrivent très bien à les caractériser. Le côté sauvage de Ju, avec ses cheveux, son regard et ce crâne qu'il porte en permanence. Le côté froid et clinique de Giller qui se retranscrit dans son attitude impassible de scientifique. Capri qui assume sa nature sauvage de lionne avec ses cheveux qui s'apparentent à une crinière. Et Riemu bien plus renfermée, donc bien plus couverte.
Si on s'arrête sur la forme, ce que nous propose Animal Kingdom est génial. Cependant, je crois que ce que je préfère dans ce manga, c'est le traitement de ses personnages et son propos. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Pour développer, je vais devoir vous donner une information sur le manga. Il est globalement découpé en deux parties. La deuxième qui peut s'assimiler à un gros arc final au travers duquel les personnages vont se confronter lors de combats et de débats qu'ils vont poser, tout en développant ce qu'il a amorcé dans la première. Reviendra alors la question d'absoudre la loi du plus fort en permettant à tous de se comprendre, le thème principal du manga. Il sera alors traité au travers de personnages que le manga va nous introduire assez spontanément et que nous découvrirons vraiment que durant leurs affrontements. Donc des personnages qui n'ont pas un immense développement? En effet, mais qu'il va réussir à crédibiliser au maximum. Avant tout, car nous connaîtrons les objectifs de chacun d'entre eux. Pour ceux qui ont rejoint Taroza, on sait qu'ils pensent que ce monde est injuste et qu'ils sont prêts à mettre leur vie en jeu pour le changer. Le simple fait qu'il y ait des animaux si différents en termes de taille, d'espèce, d'âge, carnivores comme herbivores, nous fera comprendre qu'il a rendu son message universel, que chacun d'entre eux est prêt à lutter avec des animaux pourtant si différents de ceux qu'ils sont. Il leur trouvera des justifications à leur envie de vouloir abolir la loi du plus fort en fonction de leurs espèces et de leur place dans la chaîne alimentaire, mais aussi de leur passé respectif qui vont complètement confirmer leur motivation. Je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux, je vous laisse les découvrir, mais sachez qu'ils marchent tous. Mention quand même pour l'histoire de Dogen qui est celle que j'ai trouvée la plus touchante. Ajoutez à cela que chacun a une identité visuelle et caractérielle, ainsi que des pouvoirs et des capacités qui les rendent uniques, et ces personnages deviennent des réussites. Mais au vu des thématiques et propos du manga, d'autres personnages vont aussi avoir un traitement très intéressant, à savoir les chimères. Car au travers des personnages humains et surtout de Taroza, le manga pose une question depuis le début de son intrigue. Quelle est la place en ce monde d'êtres qui n'ont rien à y faire? Cette question pourra alors naturellement s'appliquer aux chimères qui sont des créatures artificielles. Le manga nous rappellera alors cette dureté en nous exposant des réalités assez pessimistes sur notre place dans ce monde et sur lesquelles elles vont s'interroger. Et ces réflexions logiques qu'elles se poseront les rendront elles aussi crédibles, en nous montrant que de leur côté également, elles cherchent juste leur place, tout en se montrant ouvertes, prêtes à écouter les opinions d'autrui, ce qu'on aurait eu du mal à imaginer immédiatement. Mais elles vont aussi devenir crédibles grâce aux sentiments qu'elles vont exprimer pour leurs congénères, et la fraternité dont elles voudront faire preuve même envers ceux qui les rejettent. Et tout ça rejoint le principal propos d'Animal Kingdom. Car sous ces multiples interprétations qu'on peut lui trouver, le manga développe une idée. L'idée que peu importe qui l'on est, on peut tous avoir un point de vue raisonné sur le monde qu'on peut faire évoluer suite à des rencontres. Que même face à certaines fatalités, il est possible de lutter même contre les réalités les plus horribles de la nature. Et ce, à partir du moment où nos objectifs sont nobles. Mais surtout, si on arrive à rallier quiconque est prêt à se battre pour ce but. Et cela, pas en vaquant, mais en discutant, en écoutant, en prouvant, en argumentant, en apprenant, en ne fermant pas les yeux sur nos contradictions. Et en luttant contre ceux qui se croient supérieurs à ceux-là et qui veulent nous imposer leurs dogmes. Que peu importe les différences, et même grâce à celles-ci, on peut créer le meilleur pour tous. En une phrase... Stop, celle-là, je t'ai dit que je l'avais enregistrée. Ce n'est pas seul que l'on gagne et que l'on dirige, mais en étant tous unis, pour le bien de tous, quel qu'il soit. Je crois que maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai autant parlé de Zatch Bell en introduction. Car Animal Kingdom est une véritable suite cohérente à Zatch Bell dans l'œuvre de Makoto Raikou, mais qui va cette fois plus loin que ce qu'il pouvait développer dans un shonen d'action tournoi. Car bien loin du côté enfantin que peut dégager le manga au premier abord, il aborde un grand nombre de thématiques dispersées sous de nombreuses couches de lecture. Des thématiques qui peuvent atteindre un public plus adulte tout en restant accessibles aux plus jeunes. Est-ce que pour autant ça en fait un manga sans défaut? Absolument pas. Animal Kingdom a quand même quelques soucis de ci de là. Quelques soucis qu'on trouvait des fois dans Zatch Bell, mais qui étrangement se sont un peu accentués. D'une part, le côté très brusque que peut avoir le manga par moment. Ça va se manifester sur plusieurs points. Déjà, les personnages et les informations qui apparaissent d'un coup sans vraiment de contexte, et qui se montrent très importants pour la suite. Par exemple, le personnage de Salade de Nouilles, et ce n'est pas une blague, il y a vraiment un personnage qui s'appelle comme ça, qui apparaît d'un coup pour poser de nouveaux enjeux au manga, alors qu'il aurait peut-être mérité une petite introduction. Pourtant, ce qui est assez cocasse, c'est que le personnage devient à la fois attachant et pertinent dans les thématiques traitées. Par contre, là où c'est plus gênant, c'est le cas inverse, les personnages qui n'ont pas de conclusion. Autant il y en a qui sont tertiaires et pour lesquels ça ne me pose pas de soucis, mais ça devient embêtant quand ça concerne Ju. Le manga se termine avant d'avoir pu nous montrer comment il a pu trouver sa place au sein de l'épilogue. Si vous avez lu Zatch Bell, il est aussi possible que vous trouviez certaines similitudes entre le dernier arc d'Animal Kingdom et l'arc Faudo, qui sont dans un délire assez semblable. Si on ajoute en plus qu'Animal Kingdom va très vite. Certains enjeux peuvent trouver leur résolution hors champ et les réflexions que peuvent se faire certains personnages arrivent un peu trop tôt par rapport au chemin qu'ils suivaient. D'autant qu'ajouté à cela, le manga a par moments des côtés trop gentils, dans le sens où des personnages peuvent très vite retourner leur veste devant les bonnes ambitions de certains de leurs opposants, alors qu'avant ça, ils étaient assez braqués. Aussi, et plus factuellement sur l'histoire, il y a un twist scénaristique sur la fin du manga avec lequel j'ai beaucoup de mal et qui donne un côté too much à l'enchaînement de combats finaux.
Mais paradoxalement, je dois avouer que je trouve ce twist complètement cohérent d'un point de vue scénaristique, mais pas thématique. Je m'explique, Animal Kingdom balance en vrac pas mal d'éléments qui peuvent sembler assez étranges de ci de là, aussi bien des changements d'attitude de personnages qui ont des conséquences graves, que des personnages à part entière. Pourtant, en analysant tout ce qui est présenté, tout se justifie très bien jusqu'aux éléments les plus étranges. Justement, le twist dont je parle permet de lier plusieurs éléments qu'on ne pouvait comprendre avant ça, mais je le trouve quand même hors propos. Je ne peux pas vraiment aller plus loin sans spoiler, mais ça me gênerait que ceux parmi vous qui n'ont pas lu le manga écoutent, donc Vous savez quoi, je mettrai en description un lien d'une vidéo où je développe tout ça plus longuement en ne me privant pas pour tout raconter. Je vous invite à aller regarder si vous avez déjà lu le manga. Par contre, je veux maintenant parler d'un point que, quelque part, je ne considère pas vraiment comme un défaut, mais qui est le seul élément du manga qui m'a fait m'énerver. Vous pourrez voir que ponctuellement, dans Animal Kingdom, il y a des personnages de Zatch Bell qui apparaissent en caméo. Quelque chose de plutôt sympa. On a entre autres le personnage de Polygon qui est là quelques chapitres. Et justement, j'ai un problème avec l'un d'eux. Sachez que dans Zatch Bell, il y a un personnage qui m'a posé pas mal de problèmes à cause de son design. Alors certes, il est complètement délirant comme le reste de ceux du manga, mais donner ce design à ce personnage précis a un côté dérangeant pour des raisons évidentes. Quelque part, je n'avais pas complètement envie de le reprocher à Zatch Bell parce que je suis sûr que Makoto Riku l'a fait sans mauvaises intentions. Surtout que c'est bien le seul personnage parmi tous à être dans ce cas, et qu'il avait réussi à le rendre assez attachant au final. Par contre, il le fait apparaître dans Animal Kingdom. Et sa référence est absolument immonde. Là où je pouvais mettre ça sur le compte de la maladresse et de l'ignorance dans Zatch Bell, je ne peux vraiment pas pardonner ce qu'il lui a fait dans Animal Kingdom, et ça m'énerve. Parce que c'est juste horrible, il n'y a pas d'autre mot. Cette simple référence serait une bonne raison de dire à quiconque de ne pas lire le manga. Mais je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est que ce n'est pas quelque chose que je peux reprocher à Makoto Riku. En tout cas, pas uniquement. Parce que quiconque voit la référence en question est capable de se rendre compte que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Pourtant, visiblement, aucun de ses assistants ne lui a dit, son éditeur non plus. Et vraisemblablement personne de ceux qui ont lu le chapitre, parce que sinon, il aurait pu corriger ça pour la sortie des tomes reliés. Vraiment, je vous jure que je me suis énervé à ma relecture du manga quand je m'en suis rendu compte. Ce qui est terrible, c'est que je ne l'avais même pas capté lors de ma première lecture, parce qu'à l'époque je n'avais pas lu Zatch Bell. Mais maintenant, je ne peux vraiment pas fermer les yeux là-dessus. Pourquoi t'as pas mis d'image du personnage pour illustrer? Parce que connaissant YouTube, il est pas impossible que juste mettre une image de lui fasse supprimer la vidéo. À ce point? À ce point. Mais en même temps, je dois être sincère. Ça ne va pas m'empêcher de vous encourager à lire Animal Kingdom. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un très beau manga, qui se montre accessible tout en parlant de sujets assez durs avec beaucoup de justesse, qui se sert de sa base pour traiter de nombreuses thématiques dans un tout qui reste cohérent sur son fond. D'ailleurs, il serait très difficile de toutes les mentionner, et impossible de toutes les analyser sans spoiler complètement le manga. J'ai déjà eu du mal avec celles dont je vous ai parlé. De plus, ça n'aurait aucun sens, parce que ce que je souhaite, c'est que vous les découvriez de votre côté. Bien sûr, il y en a qui seront évidentes, comme celle des relations parents-enfants qui ne va avoir de cesse de revenir dans l'intrigue, et qui nous partagent la vision assez nuancée que Makoto Riku a sur celle-ci. D'une part, en montrant toute la fragilité sur laquelle elle repose, mais en même temps, leurs forces qui font que chaque personne est marquée à vie par celle qu'il construit malgré lui. Voir donc à quel point elle nous influence dans notre vision du monde, qu'elle soit saine ou non. Thématique qu'on pouvait déjà trouver dans Zatch Bell. Mais si je n'ai pas voulu plus rentrer dans les détails, c'est aussi parce que le manga reste une œuvre à libre interprétation, où Makoto Riku permet à chacun de trouver un sens à son histoire. C'est quelque chose qu'il a lui-même avoué dans une interview qu'il a donnée pour la fin de ce manga, qu'il avait fait aux côtés d'Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans. Interview qui est très intéressante et que je vous encourage à aller lire. Seulement une fois le manga terminé, parce qu'il ne se gêne pas pour tout spoiler. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien pour aller la lire en description. Mais au-delà de la profondeur insoupçonnée du manga, il y a une autre raison qui me donne envie de vous le recommander. Et c'est parce que je crois qu'en réalité, j'aime beaucoup Makoto Riku. Ouais, pour vous le dire sincèrement, j'ai découvert Animal Kingdom récemment. Je connaissais sa réputation de manga plus intéressant et sombre qu'il a l'air au premier coup d'œil, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le découvrir avant cette année. Et une fois celui-ci terminé, j'ai regretté de ne pas m'être lancé plus tôt, et surtout qu'il soit encore si méconnu aujourd'hui. Je voulais mettre en avant ce manga qui avait de quoi toucher un public bien plus large que la cible de la collection Kids de Kiyun. D'ailleurs, je pense que l'avoir rangé dans cette collection a freiné pas mal de lecteurs à le découvrir, surtout si on regarde les couvertures des premiers tomes qui ne laissent pas paraître son fond. Naturellement, je me suis donc aventuré dans les autres mangas de l'auteur, dont Zatch Bell, un manga que je connaissais lui aussi de réputation, mais dont je ne savais quasiment rien. Et j'ai été vraiment étonné de lui trouver bien plus de qualités que ce que je pensais. Des qualités qui m'ont permis de bien mieux comprendre Animal Kingdom, et qui je pense peuvent atteindre un nouveau public même aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que peu importe ce que je vous ai dit en début de vidéo, je veux recommander ce manga à ceux parmi vous qui aiment ou aimeront Animal Kingdom, car on y retrouve ce qui fait sa force, mais aussi parce que ces deux mangas sont des suites spirituelles cohérentes. Cependant, je ne dois pas me voiler la face sur ces mangas. Malgré toutes leurs qualités, une naïveté enfantine évidente se dégage de chacun d'eux.
une naïveté qui m'empêche de les qualifier d'incontournables. Même si je pense du bien de Zatch-Bell, je sais que des mangas plus cyniques qui sont aux antipodes de son propos ont très certainement bien plus de choses intéressantes à proposer. Dans le genre, je vous citerai le récent Chainsaw Man qui est excellent. Et malgré les thématiques abordées par le manga, je dois reconnaître qu'Animal Kingdom a des réflexions moins profondes et plus faciles qu'un manga comme Beastars, qui, de par le fait qu'il assume pleinement la complexité de ses sujets tout en les traitant avec une justesse incroyable, en fait selon moi l'un des meilleurs mangas de ces dernières années. Mais, même si au fond de moi je pense ça, je n'ai pas envie d'être méprisant vis-à-vis de la candeur des shonen comme ceux de Makoto Raikou. Parce que je pense que ces mangas peuvent nous questionner, nous interroger, nous autres lecteurs, tout autant que des mangas plus sérieux sans même qu'on ne s'en rende compte. Tiens justement, avec Animal Kingdom, certes l'idéal des personnages de voir tous les animaux de la planète ne plus manger de viande est impossible. Mais quand on sait aujourd'hui que de nombreux humains arrivent à survivre sans manger d'animaux, est-ce que le manga ne nous montre pas nos propres contradictions si à la fois on soutient Taroza, mais qu'en même temps on mange de la viande? T'es vegan? Pas du tout, mais justement j'ai l'impression que le manga me montre mes propres contradictions, et il a réussi à me faire cogiter. Donc oui, je pense qu'on peut tirer de très bonnes choses de la lecture des mangas comme ceux de Makoto Raikou. Ils sont peut-être simples ou trop optimistes dans leur message, mais je pense que c'est aussi le rôle d'œuvre du genre de nous permettre de croire en des lendemains toujours meilleurs. Des lendemains où on peut espérer le mieux pour tous malgré les différences. Et ce que je dis me rend en même temps un peu triste. On pouvait pas avoir une bonne conclusion? Pourquoi donc? Parce que Makoto Raikou lui-même. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'auteur en préparant cette vidéo. Mais il est possible que le meilleur de ce qu'il avait à nous offrir soit passé et ne se limite qu'à ces deux mangas. Car si on fait un tour sur le reste de ses œuvres, on peut se rendre compte qu'elles sont loin d'être toutes réussites. Certes, ces one-shots ne sont pas inintéressants. C'est par exemple bien de le voir s'essayer à de l'horrifique avec Classroom. On ressent ce qui a pu le motiver à toujours dessiner dans Aosora. Et il nous communique bien sa passion pour la moto dans Oyajo Rider. Mais ces mangas sont de ceux qui prennent de leur force sur la longueur, et sont bien moins marquants sur le format de one-shot. Pourtant, sa dernière série longue Vector Ball est assez décevante. Certes, on retrouve dans celui-ci tout ce qui fait un manga de Makoto Raikou. Un univers délirant, des personnages qui doivent collaborer pour gagner des combats, et un propos disant qu'on ne gagne pas seul et pas uniquement pour soi. Mais scénaristiquement, les enchaînements se font sans cohérence, les personnages ne marchent pas, certains ont même des designs recyclés sur Zatch-Bell. Bref, c'est un échec. Pourtant, il y avait des trucs sympas, comme les combats qui étaient assez originaux, mais pas assez pour sauver l'ensemble, si bien que Makoto Raikou lui-même a voulu le terminer quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait à rien. Donc oui, l'essentiel de la carrière de Raikou est sûrement derrière lui. Mais pour cette raison, je pense qu'il ne faut pas laisser ces mangas réussis être oubliés. Vous en avez deux à découvrir, peut-être que vous aurez du mal avec Zatch-Bell, mais au moins, essayez-vous à Animal Kingdom. Un manga qui mérite 100 fois l'attention qu'il n'a pas eu chez nous. Voilà donc pour ce Manga Sky qui était encore une fois beaucoup trop long qui sera arrivé jusque là sérieusement. Je vous remercie malgré tout de l'avoir suivi jusqu'au bout, et si vous l'avez apprécié, vous pouvez me le faire savoir en mettant un j'aime, en commentant ou en partageant. Si vous voulez suivre mon travail, comme d'hab, il y a les réseaux sociaux, et si vous voulez me soutenir, il y a toujours mon compte Utip. Et jusqu'au prochain Manga Sky, où on va enfin aborder un manga que je souhaite aborder depuis des années, vous voyez sûrement duquel je parle, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!